Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 27 avril 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, c'est Élie-Rose Qureshi, en première secondaire à l'école Pierre de Lestage à Berthierville, qui assure la tribune littéraire Voici ce que j'en pense à propos de l'album La Case 144 de Nadine Poirier et Geneviève Després. À Dis-moi ce que tu lis, je reçois Marie Bernier, chef des nouvelles pour Les As de l'Info, et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités rares. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois la romancière et autrice jeunesse Chloé Varin et Geneviève Mangerel de BANQ nous présente des livres qu'on écoute à propos de musique. Encore une fois, vraiment, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir la romancière et autrice jeunesse Chloé Varin. Bonjour Chloé. Bonjour Marie. Bienvenue. En entrevue cette fois à Imagemo à voix haute parce que on le précise, hein, tu as déjà livré une chronique. D'ailleurs, la toute première de la tribune littéraire de grandes personnes en septembre dernier où tu parlais de la maison d'édition Fonfon. Ouais. Alors là, aujourd'hui, je te reçois en entrevue. Je te présente d'abord aux auditeurs et aux auditrices. Chloé, t'es née à Laval. Oui. T'as fait un DEC en art dramatique au cégep de Saint-Laurent, des études en création littéraire, communication et scénarisation cinématographique à l'UQAM. En parallèle, tu as travaillé comme comédienne, libraire, animatrice de camp de jour et chroniqueuse littéraire pour plusieurs médias. Tu publies ton premier roman pour les adultes qui s'appelait Par hasard rue Saint-Denis chez Stanké en 2008. 4 ans plus tard, tu fais tes débuts en littérature jeunesse avec la série de romans pour ados Planches d'enfer, publiée chez Petit Homme. Tu as écrit une trentaine de livres déjà. Tes projets d'écriture sont variés. Ça va du balado au roman pour ados, en passant par la bande dessinée, la nouvelle, l'album illustré. Et ça t'arrive aussi d'animer des tables rondes en littérature et d'interviewer des créateurs du milieu littéraire. T'es parti très jeune pour voyager en Europe avec ton chien. Tu as habité en Espagne, en France, en Italie. Puis depuis que tu es revenu au Québec, tu vis avec tes 2 chats. Les animaux sont très, très présents dans tes livres. Est-ce que tu es davantage chat ou chien? J'ai toujours eu des chiens, en fait. Dès ma naissance, j'ai eu des chiens. Toute mon enfance, mon adolescence, à la vie, début de ma vie adulte aussi, j'ai adopté ce chien, Che Guevara, en Espagne, à Barcelone. Oui. Et ça me convenait très bien. J'ai toujours cru que j'étais... team chien. Donc, une personne, j'adore les animaux de façon générale, particulièrement les chiens. Et puis, à l'âge adulte, j'ai adopté un chat, une petite écaille de tortue. Oh, ça, c'est les plus beaux. Oh, oui. Elle est c'est des femelles, extraordinaire. hein, oui, 99%. Des calicots, Des calicots, exactement. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour cette petite minette nommée Lolita. Et depuis ce temps-là, en fait, je me découvre un côté félin très prononcé. Et je me rends compte que les chats conviennent mieux à mon rythme de vie actuel. Je me promène beaucoup, les salons du livre, les voyages, la vie de famille aussi. Un chien, c'est plus prenant. Et ça demande plus de logistique. Alors, j'aime autant un que l'autre, mais actuellement, je dirais que... Et donc, mes chats me comblent amplement. C'est bon. Alors, on dit de toi que ton univers, empreint d'humour et de suspense, trouve sa singularité dans le caractère bien trempé de tes personnages féminins. Pourquoi c'est important pour toi, en fait, de proposer des personnages féminins qui sont forts et qui se démarquent?
Ben, j'ai grandi dans les années 80, 90, et les personnages intéressants, complexes et forts qu'on nous présentait, j'allais dire en littérature jeunesse, en fait, il y avait très peu de littérature jeunesse à cette époque, mais dans les séries télé, dans les films, c'était des garçons. Ouais. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, pour moi, ma première série jeunesse, Planche d'enfer, c'était important d'avoir un personnage féminin très fort. Par contre, les personnages qu'on nous présente, une fois que depuis ça a commencé, tu sais, les personnages féminins et tout, mais un personnage féminin dit fort, c'était un personnage qui avait des intérêts masculins. Oui. Et Ben donc, oui. pour moi, c'est important de trouver un certain équilibre, une balance pour présenter des personnages qui sont inspirants. Que ce soit des garçons et des filles, des personnages qui ne sont pas parfaits, mais qui évoluent, qui ont une curiosité et l'introspection nécessaire pour se remettre en question puis grandir à travers les obstacles auxquels je les confronte. Puis c'est ce qui fait que c'est des personnages qui touchent les lecteurs. Exactement. Les lectrices, évidemment. Oui, parce que je pense que les garçons aussi, maintenant, de plus en plus, ont besoin de modèles positifs. Exactement. Et donc, c'est quand même difficile de naviguer, par contre, à travers tout ça, de trouver des personnages féminins forts, des personnages masculins forts, et qui ne sont pas, justement, tout parfaits, manichéens. De ces personnages, on les rencontre dans la série que tu co-signes avec Karine Paquin. Oui. La théorie ratée de l'évolution, publiée chez Les Malins. Elle est vraiment extrêmement populaire auprès des jeunes lecteurs, lectrices. Faut voir les files de fans dans les salons du livre. On va en parler de cette série qui met en scène 2 narratrices étudiantes au collège Charles Darwin, Coralie et Karma, ainsi que leurs animaux de compagnie respectifs et plusieurs autres personnages qui vivent l'année scolaire dans cet environnement-là, les étudiants, leurs animaux et le personnel de l'école. Comment ça se passe, ce projet d'écriture en duo? Parce que vous écrivez à 4 mains avec Karine Paquin. Comment vous répartissez le travail? Bien, c'est assez simple, en fait, parce qu'on a chacune notre narratrice. Ouais. Donc, moi, j'incarne Karma et Karine incarne Coralie. Alors, on a une alternance de narration. Donc, les chapitres qui sont, en fait, où on est dans la tête de Karma, ils sont écrits par moi. Et vice-versa, les chapitres où on est dans la tête de Coralie sont écrits par Karine. Après, bien évidemment, on s'est monté des documents de personnages, de lieux, de plans, d'idées aussi. On a tout. Parce que c'est un univers. Oui, on a créé l'univers ensemble. On a des documents partagés auxquels on a accès toutes les deux quand bon nous semble. Et donc, c'est assez formidable parce que on sait où on s'en va. À grande échelle, mais on se fait beaucoup de surprises en cours de route. Et donc, on s'auto-édite aussi au fur et à mesure. Quand Karine a terminé un chapitre, elle me fait signe, moi je vais le lire. Je lui indique que j'ai écrit quelques petits commentaires au besoin. Je réagis à son chapitre et ainsi de suite. Donc, on fait un petit peu de... Vous alimentez l'une. Exactement. Et on fait de la réécriture au fur et à mesure. Donc, notre éditrice trouve ça formidable parce qu'elle n'a pas tant de travail à faire en bout de ligne. Et voilà, donc c'est assez simple comme fonctionnement. Et formidable, en fait. Il y a des chapitres qui, pour moi, s'écrivent par magie parce qu'ils sont écrits par Karine. Ah oui, c'est ça, parce que la réponse appelle autre chose. Oui, c'est comme une écriture à relais, en fait. Est-ce que ça serait brûler un punch que de nous expliquer pourquoi ça s'appelle la théorie ratée de l'évolution? Ah, non, ça brûle pas de punch parce qu'on le dit jamais vraiment, finalement. C'est vraiment entre les lignes. Donc, la théorie de l'évolution de Darwin veut que l'être humain évolue en fonction de son environnement. Okay. Et dans notre série, en fait, on a imaginé notre école de rêve, le collège Charles Darwin, dans lequel, oui, les élèves évoluent énormément parce qu'ils sont bien encadrés avec des adultes qui sont bienveillants. Bienveillants, exact. On présente une pédagogie bienveillante, mais l'école aussi, l'espace, le bâtiment, l'environnement qu'ils occupent évolue. C'est ça. En fonction des élèves parce qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Et ça, je trouve ça
extraordinaire parce que les jeunes ont besoin de ce genre d'initiative, de sentir qu'ils ont un pouvoir sur leur environnement. Les élèves de ce collège sont tous très particuliers, leurs enseignants, leurs enseignantes aussi, les intervenants, la direction. Plusieurs des étudiants, des étudiantes ne sont pas toujours, disons, facilement aimables. Mettons des guillemets à aimables. Donc, pas facile à aimer toujours. Puis pourtant, on s'y attache. Oui. Qu'est-ce que ça vous permet d'aborder? Qu'est-ce que ça vous permet d'aborder comme sujet, comme thème? Ouf, une foule de sujets parce qu'on y présente vraiment une belle variété de la diversité, tant sur le plan culturel, il y a beaucoup de neurodivergence aussi, diversité corporelle, bon, toutes les sortes de diversité et ça nous permet d'aborder les relations toxiques, ça nous permet d'aborder les troubles alimentaires, les agressions sexuelles, on aborde une foule de... ou juste comment naviguer à travers l'adolescence. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'on le fait avec assez de finesse et de doigté pour que ça ne soit jamais lourd, en fait. Non, c'est pas surligné, là, non, vraiment. Exactement. Non. C'est juste, c'est la jeunesse dans le monde tel qu'on le connaît, mais on espère, avec cette série, outiller les jeunes. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça marche. Vous en êtes au tome 5 de cette série. Oui. Coralie et Karma sont maintenant en secondaire 3. Oui. Est-ce qu'on va les suivre jusqu'à la fin de leur secondaire? C'est le plan? C'est notre souhait. Mais là, encore là, il faut que les lecteurs et lectrices soient au rendez-vous. Mais on est en train de terminer l'écriture du tome 6 et donc, si tout va bien, elles se rendront jusqu'en secondaire 5 avec 10 tomes. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 2 tomes par année. Exactement. Vous avez aussi écrit un album, l'album pour les enfants, Blanche comme un drap. Vous, parce que vous étiez 2, en collaboration avec Rémi Allen, qui signe les illustrations. C'est édité chez Fonfon. C'est un album qui s'est mérité plusieurs honneurs, notamment comme finaliste des prix littéraires des enseignants de français et aussi qui a obtenu le prix intercollégial de littérature jeunesse. Félicitations. Merci. Pourquoi ça s'appelle Blanche comme un drap? Ben, en fait, c'est l'expression blanc comme un drap, ça veut dire blêmir, avoir peur, mais on l'a détourné. Je l'ai détourné, en fait, parce que j'écris le texte et Rémi, mon amoureux, en fait, a illustré le livre et on s'amuse un et l'autre à détourner, justement, en fait, à avoir plusieurs sens à ce fameux drap, à cette expression. Ouais. C'est l'histoire d'une petite fille qui, au départ, se sent invisible. Alors, au tout début, elle part de la maison avec son drap qu'elle traîne comme un doudou et ensuite, elle le porte sur la tête comme un fantôme qui se sent invisible pour ensuite l'offrir à un chien qu'elle rencontre sur sa route qui va l'aider à se sentir vue, reconnue et finalement le porter ce fameux drap comme une cape de super-héroïne. Donc, on s'est vraiment amusé à faire évoluer justement la signification de ce drap dans l'histoire de Blanche comme un drap. Blanche étant le prénom de la jeune fille. C'est un magnifique symbole, vraiment. Comment j'aimerais ça que tu nous parles de la collaboration avec Rémi Allen sur ce projet. Ben moi, j'ai trouvé ça formidable parce que même si habituellement je suis relativement impliquée dans le processus d'illustration, en fait, généralement, je reçois les illustrations à un stade assez avancé du processus, mais là, je voyais ça prendre forme au jour le jour. Et pour nous, c'était vraiment important. C'est un projet qu'on a porté longtemps. On n'était pas dans l'urgence. On voulait prendre le temps de bien faire ce livre-là puisqu'on le dédie à notre fille. Ouais. Et donc, on l'a vraiment penser, imaginer, réaliser ensemble, même si on avait chacun notre rôle, moi à l'écriture et lui à l'illustration. Ah oui. Dans Blanche comme un drap, comme entre autres dans La grenouille qui rêve les yeux ouverts, cet album-là est illustré par Laïa Roca Trulols. Oui. Merci beaucoup de la... Elle est espagnole. Ah, d'accord. C'est édité chez Michel Quintin. Oui. Votre plume est poétique. Mm-hmm. Ta plume est poétique. Il y a les images sont très, très évocatrices, parfois en rime, des fois en vers libre. Pourquoi ce choix d'écriture? Pourquoi la poésie? Ben, pour moi, c'est important que, on le sait, les albums illustrés sont faits pour être lus à voix haute, puisqu'ils s'adressent à des enfants qui ne savent pas encore lire ou qui sont sur le point de l'apprendre. Et donc, souvent, c'est lu par enfant ou en grand groupe ou en heure du conte. Donc, ils sont faits pour être lus à voix haute. Et d'où l'importance, à mon avis, d'avoir une musicalité dans le texte, d'avoir un texte qui se lit bien, qui coule de source. Et donc, je pense que la poésie, ça amène ça, justement. Ça amène et j'aime beaucoup faire des rimes quand même. C'est un défi supplémentaire que je me donne. Ben, c'est beau, c'est une belle contrainte. Oui. Qu'est-ce qui te guide, qu'est-ce qui oriente les choix de tes différents projets d'écriture? Parce que la palette est large.
je dois avoir envie d'aborder ce sujet-là. Je suis une personne très curieuse. J'ai des champs d'intérêt très variés. Et pour moi, l'important, c'est que en me lisant, les gens vivent une émotion ou du moins apprennent des choses. Moi, j'aime dire que je milite activement pour l'empathie. Je trouve ça très important et c'est ce que ça fait, la lecture. Donc, j'aborde une foule de sujets, mes préoccupations du moment. Certaines préoccupations vivent longtemps. Bon, je pense au rapport qu'on a avec les écrans, qui est présent dans Blanche comme un drap, qui était déjà présent dans À qui la frite. Hein? On avait Facebook, qui était une petite critique des réseaux sociaux, très déguisée. Donc, j'ai certaines préoccupations qui sont plus momentanées et d'autres qui perdurent. Donc, on aborde ces sujets-là avec l'intention. Il y a un message quelque part. J'aime toujours un message, mais sans que ce soit plaqué, sans que ce soit trop pas appuyé, c'est ça. Oui, exactement. OK. Tu as écrit aussi le livre Jules au pays d'Achat. Oui. C'est illustré par, là, la prononciation... Gaëtan Oron du Moulin-Bouche. Je te la laisse, merci. C'est publié chez Bayard. Et ça, c'est paru suite à la parution du film du même nom, réalisé par Sophie Farkas-Bolan. C'est dans l'esprit des contes pour tous. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Bien, c'était vraiment hors du commun pour moi parce que c'était la première fois que j'écrivais une histoire déjà existante. En fait, j'embarquais avec mes souliers dans une histoire, dans un univers. Déjà en marche, exactement. Donc, au début, je mettais mes petites pantoufles, puis là, je marchais sur la pointe des pieds pour pas piétiner le travail de Sophie Farkas-Bolan qui a travaillé si fort avec Sarah Lalonde à la co-scénarisation du scénario et ensuite à la réalisation du film. Et quand j'ai senti la confiance de Sophie, ben là, je me suis permis de prendre plus mes aises et de donner vraiment une vie intérieure à ce personnage de Jules. Parce que quand on regarde un film, on a la caméra extérieure. Alors que là, la différence avec le roman, c'est qu'on est dans la tête de Jules et donc on a accès à ses pensées, à son imaginaire foisonnant. Et c'est là où je me suis, moi, gâtée avec ça. Mais ça a été une expérience justement très enrichissante et différente. Oui. Et qu'est-ce qui mijote actuellement dans ta marmite de créatrice? Ben, ça tombe tellement bien que tu dises que tu utilises le mot marmite, Marie, parce que c'est une histoire de sorcière. Une histoire qui a été inspirée par un fait vécu par moi. Parce que tu es une sorcière? Ben oui, je suis une sorcière, évidemment. absolument. C'est ça. Mon tout premier livre écrit en 2e année s'appelait Ma voisine est une sorcière. Donc, c'est inspiré à la fois de ce premier livre, c'est inspiré d'une histoire que j'ai vécue enfant et je suis le personnage de ce livre. C'est un mini-roman qu'on pourra voir à l'automne, en fait, paraître à l'automne. Chez quelle maison d'édition est-ce qu'on peut le dire? Je vais le dire. Entre nous, Fonfon. Fonfon, ben oui, évidemment. Voilà. Chloé, c'est la tradition à Imagez-moi à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires. Le défi, c'est un. Est-ce que tu as une suggestion pour nous? J'hésite tellement entre deux. Les deux sont d'André Poulain. André Poulain, je suis une grande, grande fan. Qui ne l'est pas? Oui, ben c'est parce qu'elle est tellement douée tant dans l'humour que dans les... je vais choisir... J'avais choisi Semer des soleils et On se tait, s'il vous plaît. Mais On se tait, s'il vous plaît, je le lis fréquemment avec ma fille ces temps-ci et ça me fait mourir de... Ça nous fait mourir de rire parce que c'est l'histoire d'une enseignante qui essaie de raconter une histoire et qui se fait interrompre à tout moment. Et il y a donc aussi... Il y a l'histoire dans l'histoire, donc une mise en abîme. Et je me reconnais beaucoup dans le personnage de cette pauvre enseignante qui essaie de lire une histoire parce que ça nous arrive tous quand on rencontre les élèves dans les classes. De se faire interrompre pour plein de raisons farfelues. Et ma fille, ça la fait beaucoup rire. Et les illustrations d'Audrey Malo, c'est publié chez Québec Amérique. Donc, gros coup de cœur pour l'humour et Merci pour les deux suggestions. On va mettre Semer des soleils, c'est extraordinaire aussi. C'est vraiment sur la guerre en Ukraine. On va mettre les liens sur notre site vers ces deux livres-là et on va mettre les liens vers tous tes livres aussi. Merci Chloé Varin pour cette rencontre-là. Merci pour le plaisir de la lecture que tu procures aux jeunes parce que ils et elles se reconnaissent dans tes mots, dans les situations que tu mets en scène et ces situations-là qui permettent de se faire plein d'images dans la tête. Merci pour la poésie que tu sais saupoudrer habilement, pour le plaisir de jouer avec les mots que tu sais partager, au plaisir de te lire encore. Merci. Un grand merci à toi, Marie. Au revoir.
Je m'appelle Justin, j'ai 9 ans. Mon auteur préféré est Dave Pilkey, qui est super chien parce que ses histoires sont intéressantes. La chronique des livres qu'on écoute. C'est Geneviève Mangerel, bibliothécaire au service adapté de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, qui assure cette chronique encore aujourd'hui. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie. Geneviève, on le sait, vous vous intéressez à tout ce qui touche l'accessibilité, l'inclusion. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir des versions audio de livres sur un thème qui a un joli titre, « En avant la musique ». On vous écoute. Je suis contente de parler de ce thème aujourd'hui parce que les livres audio sont l'occasion rêvée d'introduire de la musique dans une histoire. Tout à fait. Le premier livre que j'ai choisi pour vous aujourd'hui parle d'un enfant tannant qui ne veut pas dormir. C'est Le dodo de Mortimer de Robert Munsch, disponible sur audio, avec la narration de l'inimitable Marc Labrèche. Oh, lui, on l'aime, hein? Vraiment. On l'aime. Juste son nom me fait rire. Oui. Oui, exactement. La maman de Mortimer le met au lit, mais il refuse de dormir. Il préfère chanter à tue-tête. Tout le monde essaie de le faire dormir. Ses parents, ses 17 frères et sœurs et même la police. On écoute un extrait. Dès qu'elle arrive en bas, Mortimer se met à chanter à tue-tête. C'est moi, tralalalère. C'est moi qui chante tout le temps. Tralalalère et tralalalou. En entendant ce vacarme, le père de Mortimer monte l'escalier. Boum, 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 boum. Ça, c'est vraiment très drôle. Ça, c'est vraiment très drôle. Oui. Qui va réussir à faire taire Mortimer? Est-ce qu'il va finalement s'endormir? Pour le savoir, il faut écouter le livre. Oui, écoutez le livre, puis c'est vraiment, tu l'as dit, vous l'avez dit, c'est un livre de Robert Munsch. Déjà, au point de départ, c'est gagnant, les livres de Robert Munsch. Toujours. Alors vraiment, on a très hâte d'écouter la suite. Alors, je vais parler maintenant du deuxième livre qui parle d'un petit castor qui a beaucoup d'amis et qui aime beaucoup aider les gens. Le livre s'intitule Flûte de Flûte Victor de Suzanne Desserre et il est disponible sur la plateforme Prêt Numérique. Victor, le castor, doit aider ses parents à reconstruire un mur de la hutte que la rivière a emporté. Mais en chemin, il rencontre plusieurs amis qui ont besoin de son aide. Dans l'extrait que nous allons écouter, son ami Alfred Lorignal est prisonnier des arbres et demande à Victor de le décoincer. On écoute. J'arrive, qu'est-ce qui se passe, Alfred? Ouvre tes yeux, tête de noix. Tu vois bien que les arbres m'ont attrapé. Les arbres t'ont attrapé? Oh, reste pas planté là comme une roche. Bouge tes fesses et sors-moi d'ici. Du calme, Alfred, je vais essayer. Wow! Alors, cette histoire est ponctuée de belle musique et même le bruitage est fait à l'aide d'instruments de musique. C'est ça qui est vraiment spécial dans ce livre et c'est un plaisir à écouter. Ah oui, alors autant la musique que les bruits, tout est musique dans cet extrait audio-là, oui. Exactement, tout est musique. Ce qui m'amène au troisième livre qui est un documentaire sur la musique. Il s'intitule tout simplement La musique. Ben voilà. Voilà, de Stéphanie Ledoux. Et il est également disponible sur Prêt Numérique. Dans ce livre, on écoute une grande variété d'instruments et on part à la découverte des musiques de plusieurs pays du monde. L'extrait que nous avons choisi explique à quoi sert la musique. À quoi sert la musique? Elle berce les bébés? Met de bonne humeur? Oh, super! Console, fait rêver, donne envie de danser. C'est comme si elle nous racontait des histoires. Voilà! La musique, c'est intéressant, un documentaire.
Un documentaire qui est bien sûr plein d'extraits musicaux. C'est un livre instructif, mais surtout, c'est un livre qui donne envie de jouer de la musique. Ça donne vraiment envie. But atteint. Le 4e livre raconte l'histoire d'un drôle d'animal. C'est Pierre et le Pialéno de Mathieu Boutin, encore sur prêt numérique, avec la voix mélodieuse de Pascal Monpetit. En vacances sur le bord de la mer, Pierre découvre un animal qu'il n'a jamais vu. Mi-baleine, mi-piano, c'est le Pialéno. Il n'a pas de dents ni de fanon, mais des touches de piano qui font de la musique. L'animal est mal en point, il va peut-être mourir. La seule façon de le sauver, c'est de jouer du piano en tapant sur ses touches. Pierre va donc devoir apprendre le piano, et ce faisant, il deviendra ami avec l'étrange créature. L'extrait que nous allons écouter raconte le moment où Pierre rencontre le Pialéno pour la première fois. Prudemment, Pierre entr'ouvrit la bouche de la bête évanouie. C'est étrange, je croyais que les baleines avaient des fanons. Celle-ci a des dents blanches et noires. Il toucha une des dents, ce qui produisit un son. Il sursauta en retirant rapidement sa main. Intrigué, Pierre s'approcha de nouveau et toucha une autre dent, puis une autre, qui produisirent le même joli son. Ce n'est pas une baleine, on dirait un piano. Je le sais, tante Juliette en a un chez elle en ville, mais le sien est bien plus petit. En revenant à lui, le Pialéno émit un bruyant accord mineur. Wow! C'est magnifique! Et la morale de cette histoire, c'est que la musique peut sauver des vies. Wow! C'est encore plus magnifique! Ah oui, bravo! Et un 5e, alors? Et un 5e. Le dernier livre, donc, parle de bruit. Il s'intitule « Le petit chasseur de bruit » de Sylvie Poilevé. Il est aussi disponible sur prêt numérique. Un petit bonhomme haut comme 3 pommes vit dans un pays où il n'y a pas de bruit. Il va donc partir à la chasse pour rapporter des bruits dans son pays et égayer tous les habitants. Il va découvrir les bruits de la nature. Dans cet extrait, le petit bonhomme rencontre la pluie. Le petit bonhomme marche longtemps, quand, plic-ploc, plic-ploc, il rencontre la pluie. Bonjour pluie, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ton bruit pour que je l'offre aux gens de mon pays. D'accord, dit la pluie. Plic-ploc, 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 plic-ploc. Ah, ici, c'est la lectrice qui contribue à faire de cette lecture-là quelque chose d'intéressant audio. De façon audio, oui. Oui, c'est la lectrice qui nous donne la musique. Oui. Ce livre permet d'apprécier la musique que jouent les bruits de la nature. Ce que j'encourage tout le monde à faire dès qu'il fera plus beau. Aujourd'hui. Oui, effectivement. Aujourd'hui, parce que le jour où on enregistre, il neige. Est-ce qu'on peut croire ça? Mais oui, on peut le croire parce que c'est vrai. Et la neige ne fait pas de bruit, mais quand la neige sera partie, tout le monde devrait aller écouter les bruits de la nature. Ah, merci Geneviève. Sur le site de l'émission, on va retrouver les liens vers vos suggestions, les versions audio des titres mentionnés. Au grand plaisir de vous retrouver pour une autre chronique sur les livres audio. Restez avec nous. Après cette courte pause, Élie-Rose Qureshi, en première secondaire à l'école Pierre de Lestage à Berthierville, investit la tribune littéraire. Voici ce que j'en pense. Je reçois Marie Bernier, chef des nouvelles des As de l'Info, et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Tribune littéraire, voici ce que j'en pense. La chronique Tribune littéraire, voici ce que j'en pense, est offerte à des jeunes du secondaire ou de la fin du primaire. Aujourd'hui, on accueille avec plaisir Élie-Rose Qureshi. Bonjour Élie-Rose. Bonjour. Élie-Rose, tu as 12 ans, tu étudies en première secondaire à l'école Pierre de Lestage à Berthierville et c'est grâce à Isabelle Denis, ta prof de français, qu'on s'est rencontrés. Dans tes loisirs, tu m'as dit que tu jouais du piano, que tu aimes écrire pour le plaisir. Ça me fascine. Et particulièrement de la poésie. J'aimerais beaucoup ça te lire un jour, Élie-Rose. Aujourd'hui, c'est toi qui occupes la tribune littéraire. Voici ce que j'en pense. De quel livre tu vas nous parler?
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ma critique littéraire avec toi et les auditeurs. Je pouvais choisir le livre que je voulais. Donc, j'ai choisi l'album La case 144, écrit par Nadine Poirier et illustré par Geneviève Després. Les illustrations sont brillantes, éclatantes et colorées, ce qui fait ressortir la réalité de l'histoire. J'adore les pages en papier calque transparente qui amènent les rêves de lire. La maison d'édition est 2. Comme j'ai dit plus tôt, ce livre est écrit par Nadine Poirier. Elle est technicienne en loisirs et mère de 4 garçons. Elle fait de l'animation dans les écoles et en remporte un grand succès. Elle a approximativement fait une 50aine de livres, que ce soit pour adolescents ou enfants. La case 144, c'est l'histoire de Lia qui reçoit des craies en cadeau de sa mère. Son but est de faire un long jeu de marais sur les trottoirs de la ville pour ne pas se perdre. Quand il lui reste une seule craie, là où elle veut dessiner, un vieux monsieur est assis par terre et l'empêche de continuer sa marée. C'est à partir de leur rencontre que l'histoire prend véritablement son envol. Dans la case 144, on remarque souvent une tasse bleue revenir dans les passages. Cette tasse représente de l'espoir pour l'homme et pour Lia. L'homme qui aimerait tant avoir un endroit pour héberger au chaud et Lia qui aimerait avoir des craies pour continuer sa marelle. Le bleu représente la loyauté, comme Lia qui essaie de prendre soin du vieil homme. L'homme aime énormément Lia. Elle vient lui raconter des histoires, elle vient lui donner quelque chose à manger et elle essaie de prendre soin de lui. Lia est triste de voir le vieil homme dans cet état. C'est pour ça qu'elle vient le voir le plus possible pour lui remonter le moral. J'aime comment Nadine Poirier rend cette histoire réaliste en présentant des faits de la vie. J'aime aussi le fait qu'au début, Lia voulait absolument que l'homme parte parce que c'était sa partie à elle pour faire son jeu de marelle. Et qu'à la fin, Lia voulait qu'il reste pour prendre soin de lui. C'est donc à ce moment-là que j'ai remarqué l'évolution de Lia. Le fait de voir la fillette dans les couleurs vives et le vieux homme dans les couleurs sombres rend l'histoire touchante. Ce livre me fait penser à un iceberg. Quand tu lis le livre pour une première fois, tu ne vois pas la réalité de l'histoire. Mais si tu fais attention en remarquant tous les détails, tu remarques l'existence de choses que tu n'avais pas remarquées auparavant, comme le rôle de la tasse bleue, celui des pages transparentes et tout ce que fait la petite pour devenir plus généreuse et plus compréhensive. Sur ce livre m'a permis de voir la vie d'une autre manière, c'est-à-dire de toujours prendre soin des gens et de ne pas juger les personnes avant même de les connaître. J'ai adoré ce livre, je le conseille d'abord aux enfants de 5-6e année et aux parents qui pourraient le lire à leurs enfants pour aborder le thème de l'itinérance avec eux. Ouais, parce que c'est vrai que le thème de l'itinérance est très, très bien traité et abordé dans ce livre-là. Merci, Élie-Rose Qureshi, pour cette chronique. Sur le site de l'émission, on va retrouver le lien vers l'album dont tu nous as parlé, La case 144 de Nadine Poirier, illustré par Geneviève Després, publié chez 2. Je te souhaite une belle fin d'année scolaire et surtout de bonnes prochaines lectures. Au revoir, Élie-Rose, et au revoir, Isabelle Denis. Au revoir. Bye. Je m'appelle David, j'ai 10 ans. J'aime lire des histoires parce qu'elles sont vraiment drôles et elles sont intéressantes. Je m'appelle Iram, j'ai 9 ans et demi. Mon auteur préféré c'est Alex A. parce que ses livres ont plein d'aventures. Je m'appelle Ied, j'ai 10 ans et j'adore les BD. Mon auteur préféré est Dave Bisley car toutes ses histoires sont drôles et amusantes à lire. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et parfois aussi des enfants qui la lisent. Aujourd'hui, on n'est pas dans la fiction, mais en plein dans ce que les jeunes lisent à propos de la réalité, de ce qui se passe autour de nous, du monde de l'information. J'accueille avec plaisir Marie Bernier, chef des nouvelles pour les As de l'Info. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Alors Marie, qu'est-ce que c'est les As de l'Info? Qu'est-ce que c'est votre mission? Alors, les As de l'Info, c'est un site Internet qui est gratuit. Et tous les jours, on parle d'actualité aux enfants. Donc, tous les jours, on regarde qu'est-ce que c'est les nouvelles, qu'est-ce que c'est les grands titres au Québec, au Canada, mais aussi à travers le monde. Et on prend le temps
de vulgariser ces nouvelles-là pour qu'elles soient compréhensibles pour notre public qui, on l'estime, a à peu près entre 8 et 12, 13 ans. Donc, des élèves plus au primaire. Oui, ouais. À la base, c'est notre cible, mais on sait très bien qu'il y a des adultes qui nous consomment. Ah, ben voilà. Oui. Parce qu'on donne l'essentiel de l'information. Nos formats sont courts, sont dynamiques. On a des cartes pour arriver à se situer quand on parle d'un pays étranger, par exemple. Et aussi parce que ça fait du bien de voir les as de l'info. On fait attention à notre contenu. Si on va jamais se censurer, on va pas s'empêcher de parler, par exemple, d'événements dramatiques, mais on va faire un équilibre. Si aujourd'hui, on parle de la guerre en Ukraine, par exemple, de la guerre à Gaza, bien, ça se peut que notre deuxième sujet, ça sera un sujet scientifique, par exemple, ou une entrevue avec une personne qui est inspirante. Donc, on fait un équilibre et on sait que c'est ce qui fait vraiment notre touche. Oui, puis effectivement, tu disais qu'il y a autant des enfants qui vous consultent, mais des adultes, donc des parents, des enseignants aussi, qui vont se servir de ce site-là pour travailler en classe. Absolument. Avec les enfants. À peu près, le site est gratuit, c'est important de le mentionner, mais si on veut faire des commentaires, parce que c'est possible en dessous de chaque article, de répondre, de donner son opinion, de partager une expérience avec les autres enfants, pour ça, il faut se créer un compte. C'est gratuit également. Mais ce qu'on sait, c'est que la moitié des gens qui ont créé un compte, il y a des professeurs parce qu'eux, ils vont avoir accès à tout le volet pédagogique que les enfants, eux, ne voient pas. Mais moi, je m'occupe vraiment de la section journalistique. Mais au sein des As de l'Info, il y a mon alter ego, Mylène, qui est une ancienne professeure elle-même. Elle a 15 ans d'expérience et elle crée avec ses collaborateurs des activités pédagogiques, des fiches pour animer en classe des activités vraiment dédiées aux professeurs. Encore une fois, c'est gratuit. Alors, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, je sais que vous travaillez extrêmement fort. Garochez-vous, c'est une mine d'or de contenu pour vos classes. Oui, c'est pas une pépite, c'est une mine d'or, effectivement. Et donc, on peut y avoir accès sur le web. Vous êtes les articles sont parfois aussi publiés dans des journaux. Effectivement. Ouais. Donc, notre site, c'est lesasdelinfo.com qui est disponible en tout temps. À chaque jour, on a au moins 3 ou 4 nouvelles, mais les As de l'Info, c'est le petit bébé, c'est le petit frère des coops de l'information. Ah, c'est ça. Donc, ça, c'est un regroupement de journaux régionaux. Vous connaissez peut-être Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau. Donc, nous, on s'est ajouté. On est le 7e média de ce groupe. Donc, il arrive que nos grands frères, grandes sœurs journaux republient un de nos textes. Oui. Et parce qu'on aime ça aussi, le papier. Hein, c'est de plus en plus rare. Nous, on a peut-être grandi avec un journal papier à la maison que nos parents consommaient, étaient abonnés. C'est de moins en moins répandu. Mm-hmm. On consomme plus les nouvelles sur téléphone, mais comme on aime ça, le format, on pense que les enfants aussi, on a un partenariat avec Le Devoir. Ouais. Donc, à chaque samedi, dans Le Devoir, il y a une page Les As de l'Info avec une sélection de quelques nouvelles qui ont marqué la semaine précédente. Donc, on n'a pas de raison de ne pas vous lire. Non, moi, j'en profite pour mentionner que plusieurs des textes que vous publiez sont lus par les lecteurs bénévoles. Oui. Un lecteur bénévole en particulier, Gilbert Lepage, à Canal M, et on peut entendre ça. L'émission s'appelle « On lit pour toi ». C'est une semaine sur 2, les dimanches à 8h30. C'est rediffusé 2 fois dans la semaine, mardi 9h, jeudi 13h30. Et je mets le lien là, sur notre site parce que tous les épisodes sont disponibles en téléchargement. Oui. Marie, puisque l'émission Images et mots à voix haute se consacre à la littérature jeunesse, on va faire un lien avec ce que vous proposez aux As de l'Info, parce que vous le faites. Vous proposez quelque chose en lien avec les contes. Il y a un de vos collaborateurs qui s'appelle Frédéric Lavoie, qui est un journaliste, et lui, il s'y emploie à toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qu'il propose? Donc, lui, c'est sa spécialité. À chaque 2 semaines, il nous propose ce qu'on appelle un de vrai conte de la vie sur Terre. Donc, il prend une nouvelle d'actualité récente et il la réécrit sous forme de conte, en utilisant ces codes-là qui sont vraiment tirés des livres d'histoire. Il va rien imaginer. La nouvelle reste totalement véridique, mais c'est juste dans le style que c'est traité différemment. Ouais. Par exemple, chacune de ces nouvelles-là va commencer avec
Il est une fois. Donc c'est pas il était une fois parce que c'est une nouvelle c'est une nouvelle présente et mais la convention est très très claire pour que les enfants comprennent que c'est pas une histoire tirée de son imaginaire. À la fin on le répète, cette histoire est totalement vraie, c'est arrivé à Bidule machin qui vit à Saint-Lélin, il s'est passé telle affaire, donc on réaffirme vraiment que ce qu'on vient de lire c'est vrai, il y a des cartes, des photos aussi, mais c'est une façon de s'amuser avec l'actualité. On fait vraiment attention. Chaque nouvelle, on se pose la question de quelle façon on peut la traiter. On change les formats pour que ça soit surprenant, pour intéresser les enfants. Parce qu'on le sait, spontanément, les enfants sont pas particulièrement portés vers l'actualité. Non. On a fait faire un sondage par la firme Léger. Ils ont sondé des enfants à travers le Québec et quand on leur posait la question, s'informer, c'est comment selon toi? Puis la majorité des enfants répondaient, s'informer, c'est plate. Oh mon Dieu! Mais on a fait le même exercice avec les enfants qui viennent sur le site des As de l'Info. Ouais. Et là, 64%, la réponse la plus populaire, ils ont répondu, s'informer, c'est cool et super intéressant, je le fais par plaisir. Donc, dès qu'on en voit l'utilité, ça devient pertinent. Mais oui, on est passé de plate à cool. Ouais. Quel accomplissement. Je serais curieuse de faire le même sondage auprès des adultes, de voir les réponses. S'informer, c'est vraiment... par les temps qui courent, par les temps qui courent, oui. D'ailleurs, comment vous faites pour aborder des sujets de l'actualité qui sont plus arides? Mettons là comme ce qui nous happe depuis des mois, les hausses de tarifs, par exemple. Oui. Et d'abord, il faut comprendre qu'un article pour les enfants, comme on le fait aux As de l'Info, ce n'est pas un résumé d'un article pour adultes. Okay. C'est pas la même histoire dit en des termes plus simples. À chaque fois, on se questionne vraiment pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont retenir. Dans la question des tarifs, ce qu'on entend beaucoup, c'est, par exemple, la guerre tarifaire. Ouais. Mais imaginez être un enfant puis d'entendre ça à la maison. Ce mot-là est tellement chargé et l'enfant ne sera pas capable nécessairement de faire la nuance. Pour lui, une guerre, c'est ce qu'il a vu dans des films. Ouais. C'est des bombes, c'est des fusils. C'est extrêmement angoissant. Ouais. Donc, nous, on essaie de mettre un peu le couvercle sur la marmite. Dans le cas des tarifs... je me rappelle qu'on a décidé de prendre l'exemple du ketchup pour en parler. Vous savez, le fameux ketchup Heinz, qui était un peu l'exemple de l'absurdité des tarifs parce qu'il est fabriqué par une compagnie américaine, mais à Montréal depuis une centaine d'années avec des tomates canadiennes. Bien, pourtant, le ketchup Heinz va être est soumis aux tarifs. Donc, c'est moi qui ai écrit le texte. Mon personnage principal était en quelque sorte la bouteille de ketchup. Puis, de temps à autre, dans le texte, j'avais des jeux de mots sur... je disais, il y a des tarifs à toutes les sauces. Je disais, à ce moment-là, c'était M. Trudeau qui était au pouvoir. Je dis, là, M. Trudeau voit rouge. Puis, à la fin, je leur demandais combien de jeux de mots liés aux tomates est-ce que tu as attrapé dans le texte. Donc, c'est une philosophie où on veut informer les enfants. On considère qu'ils ne sont pas des citoyens de demain, ce sont des citoyens maintenant et qui méritent d'être informés. Cependant, on n'a pas l'intention de leur déverser notre anxiété puis qu'ils se sentent à la fin d'un texte avec tout le poids du monde sur leurs épaules. Sans la lourdeur. C'est ça. Donc, on essaye de leur donner... aussi de l'espoir puis une espèce d'emprise sur leur quotidien. Oui, c'est une façon d'avoir un petit peu de contrôle sur ce qui nous arrive, dans le fond. Oui, on s'approprie ça. Votre mandat touche l'éducation aux médias, donc l'importance de la vérification des sources qu'on utilise en information. Est-ce que tu as un exemple de texte qui va dans ce sens-là, puis de la démarche que vous utilisez pour faire voir l'importance des sources fiables? Oui, le 1er avril, n'est-ce pas le meilleur moment pour vérifier la capacité des lecteurs à décerner une vraie d'une fausse nouvelle. Donc, le 1er avril, on le sait, même les professeurs nous le demandent. Notre texte Poisson d'avril est très attendu. Cette année, le titre était « La moitié des piscines sera convertie en marécage ». Donc, on racontait que
que dans le but de protéger la biodiversité, il fallait créer plus de milieux humides et qu'on allait tirer au sort la moitié des piscines privées, publiques, allaient être transformées en beaux marais avec quenouilles, grenouilles, etc. On avait des photos créées par intelligence artificielle, ce qu'on fait jamais habituellement. Mais on avait ainsi certains indices tout au long du texte. Le texte n'était pas signé, ce qui habituellement est toujours le cas aux As et dans les médias crédibles. Nos photos non plus n'avaient pas de crédit et on parlait de... Nos intervenants avaient des drôles de noms. C'était François Lagune, c'était Madame Océane, c'était le ministère du Macro qui avait pris cette décision. Donc, il y avait des indices un peu partout pour comprendre que c'était une fausse nouvelle. Et à la fin, on le disait, as-tu mordu? As-tu vu nos indices? Puis le lendemain, on revenait avec une espèce de corrigé du texte en pointant vraiment, voici ce qui aurait dû te sonner une cloche. Te mettre la puce à l'oreille. Exactement. Oui, c'est ça. La formule des balados, c'est très, très populaire, autant chez les adultes que chez les plus jeunes. Qu'est-ce qu'on propose aux As de l'info en format audio? Donc, c'est tous les dimanches, on a le balado des bonnes nouvelles qui est produit par nos amis de la puce à l'oreille. Oui, vous les connaissez. Oui. Donc, ils sont fantastiques. Et donc, ils proposent un espèce de court bulletin de nouvelles où on propose 2 bonnes nouvelles, encore une fois, véridiques, en seulement 5 minutes. Et c'est une super comédienne, Véronique Pascal, qui les interprète avec beaucoup de plaisir et qui les écrit. Donc, Gilbert Lepage à Canal M et votre interprète, Véronique, son nom de famille? Pascal, voilà. Et qu'est-ce que les enseignants peuvent trouver dans ce que vous proposez pour exploiter l'actualité puis aller plus loin? Donc, s'ils vont sur la section pédagogique, il y a vraiment comme je disais, une mine d'or. Par exemple, ça peut être des exercices de mathématiques à partir d'un article sur les tarifs, par exemple, pour pratiquer les pourcentages. Ou si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on avait entendu parler d'un artiste qui avait collé une banane sur le mur et qui avait vendu cette œuvre pour 8 millions de dollars. Mais c'est l'occasion parfaite pour parler de philosophie en classe. Qu'est-ce que l'art, par exemple? Comment on attribue la valeur à quelque chose? On a un collaborateur qui est un philosophe pour enfants. Puis on sait que dans le nouveau programme CCQ, Culture et citoyenneté québécoise, on peut faire de la philosophie, on peut faire de l'éducation aux médias. Donc, il y a vraiment une montagne d'exercices tout prêts à être imprimés ou montrés en classe pour incorporer un petit peu d'actualité. Et tout ça, c'est gratuit. Absolument. C'est formidable. Absolument. Vraiment, c'est formidable. Ben, merci vraiment, Marie Bernier. Ça m'a fait plaisir. Merci pour la rigueur, d'abord, pour l'abondance d'informations, pour le format accessible aux enfants et pour le talent que vous déployez aux As de l'info pour faire en sorte que les plus jeunes aient accès et comprennent le monde qui les entoure. Merci beaucoup de cette visite. Merci à vous. Plaisir. Je m'appelle Léo et j'ai 9 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que j'apprends des choses que je ne sais pas. Salut, je m'appelle Ekpélédé, j'ai 9 ans. J'aime beaucoup les BD parce que ça m'inspire. Mon auteur préféré, c'est Dave Toki. Il fait des histoires incroyables, ça crée des images dans ma tête. Je m'appelle Léa, j'ai 10 ans. Mon auteur préféré est Alex A. J'aime lire ses livres parce qu'il y a beaucoup d'action. Les actuels littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 4 mai, à Marie raconte, je lis Un matin dans mon univers de Marjolaine Beauchamp et Virginie Egger des éditions Boomerang. C'est un album poétique, tout en douceur et plein d'amour sur le quotidien d'un enfant polyhandicapé. Olivier a la paralysie cérébrale et il raconte son univers, les trucs qu'il doit faire autrement. Et tout le monde l'aime comme ça, différent et spécial. On en écoute un extrait. Je sais que ma sœur, Nora, est réveillée quand elle commence à chanter. Elle chante tout le temps.
Elle a une belle voix douce et aiguë, comme une mésange. Nora, c'est ma sœur. Elle a 8 ans. Dans les yeux des autres, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'air de ne pas comprendre. J'aimerais leur dire que je comprends. Nora le sait. Quand elle pousse ma chaise roulante, elle me raconte plein de choses. Elle me fait sentir bien. C'est un album très, très touchant, vraiment très émouvant et très, très bien écrit. Félicitations aux lauréats du prix Espiègle. La remise du prix Espiègle 2025 a eu lieu le samedi 5 avril à la librairie L'Intrigue à Saint-Hyacinthe en présence de la porte-parole Annie Bacon. Rappelons que ce prix met en vedette des livres audacieux, malicieux, qui osent et qui sont d'une grande qualité littéraire. Précisons aussi qu'il est organisé et remis par l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires. Dans la catégorie bibliothèque scolaire du primaire, donc pour les 5-11 ans, le lauréat est Dans la nuit, tu te dévoiles d'Isabelle Jameson et Sylvain Cabot. C'est publié aux 400 coups. Et dans la catégorie bibliothèque scolaire du secondaire, donc des livres qui s'adressent aux 12-17 ans, le prix est allé à Quand ils sont venus d'André Poulain et Sophie Casson, publié aux éditions de Lisatis. Félicitations aussi à Jocelyn Boisvert et Enzo Laure Mariano, soulignant le meilleur album jeunesse québécois. Le prix Yvette Lapointe leur a été remis pour leur album La Bibliothèque Enchantée, tome 1, le livre aspirateur. C'est publié chez Michel Quintin et ça a été remis au Salon du Livre de Québec. Samedi 3 mai à 10h aura lieu le lancement de l'Enfant Orchestre en présence de l'autrice Fanny Rainville et de l'illustratrice Élodie Duhamel, paru chez Fonfon le 1er mai. Ce sera à la librairie moderne au 1001 boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les inscriptions sont obligatoires via le lien qu'on vous met sur notre site. Du vendredi 2 au dimanche 4 mai se tiendra la 5e édition du Salon du Livre de Mirabel. Ce sera au 17700 rue du Val d'Espoir à Mirabel et évidemment, toutes les infos sur notre site. Dimanche 4 mai se tiendra la 3e édition du Salon littéraire Drummond au complexe Swift à Drummondville. Du jeudi 8 au dimanche 11 mai aura lieu le Salon du livre du Grand Sudbury à la Place des Arts et dans les commerces du centre-ville de Sudbury, évidemment. La version audio de La petite fille en papier émery, publiée chez Fonfon, écrit par Pierrette Dubé et illustrée par Cara Carmina, avec une narration de Ludivine Redding et une musique originale de Juliane Gutiérrez et Martin Roy, est finaliste au prix du public du livre audio francophone 2025 de La Plume de Pan. On peut voter pour l'album, je vous ai mis le lien sur notre site. En terminant, soulignons quelques sorties de livres récentes ou à venir. D'abord, aux éditions Les 400 coups, 2 albums sortent en mai. D'abord, Julie Capable de Thierry Lenain et Laurent Pinabel. Julie capable de rien n'était capable de rien depuis la mort de sa mère. Les révélations des chats du cimetière, qui parlent même aux morts des tombes muettes, lui permettront de devenir Julie capable de tout. Une nouvelle édition du titre de Lenain paru en 2005 chez Grasset, revue et actualisée. La bombe et l'école de Payam Ebrahimi et Hadi Bagadi. Quelque part au Moyen-Orient, de jeunes élèves sont surpris en plein cours d'histoire lorsqu'une bombe atterrit au milieu de leur classe. Elle ne leur était pas destinée, mais elle n'explose pas.
Impossible de la déplacer au risque de la voir éclater. Et ça, c'est le général en chef qui les avise de ça. Les élèves et leurs professeurs, résignés, apprennent à vivre avec elle. Et c'est un livre pour réfléchir et discuter. Chez Fonfon, comme j'ai mentionné le lancement à la librairie moderne, L'Enfant Orchestre de Fanny Rainville et Élodie Duhamel, c'est un récit vibrant sur le sentiment de prendre trop de place, sur le syndrome de Gilles de la Tourette. On utilise ici fort habilement les instruments de musique comme métaphore d'éthique. C'est un très, très bel album. Je m'appelle Jayden, j'ai 9 ans et j'aime lire des livres d'information parce que j'apprends beaucoup d'affaires, surtout des livres d'animaux. Je m'appelle Kelly, j'ai 9 ans. J'aime lire les BD, tout comme les BD de Dave Pilkey parce qu'il y a beaucoup d'images et de couleurs. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, l'autrice Chloé Varin, Geneviève Mangerel de BANQ pour ses suggestions de livres audio, Élie-Rose Kouréchi pour la tribune littéraire Voici ce que j'en pense et Isabelle Denis, son enseignante de français à l'école Pierre de Lestage à Berthierville, Marie Bernier des As de l'Info, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve dans 2 semaines.